Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Philippe Gabillier. Bonjour. Philippe Gabillier, qu'on ne présente plus, un professeur à ESCP Europe, auteur à succès, conférencier aussi à succès. Philippe Gabillier, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Écoute, voilà, j'ai plein de questions à te poser. J'ai envie de profiter de ton expérience et notamment de ce que tu as fait au niveau de tes écrits. Il y a notamment quelque chose qui a été une phrase que tu as écrite quelque part. Tu as mis « Pour ma part, je crois que j'ai toujours voulu donner envie aux autres d'être plus heureux, de les convaincre du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main et à aider les autres à faire de même. » Alors, ma question qui va être la toute première, c'est à ton avis, mais ça te vient d'où cette envie d'aider les autres comme ça à être heureux, cette envie de montrer aux autres le goût du bonheur? Ah, c'est difficile de répondre à une question comme ça parce que ça renvoie probablement même aussi à des parcours intérieurs auxquels on n'a pas obligatoirement d'ailleurs accès et dont on n'a pas conscience. Alors cela dit, puisque tu veux qu'on démarre à fond sur la philosophie et la théologie, voilà. Moi j'ai une caractéristique, c'est que je suis protestant, mais je suis un protestant agnostique. Donc je suis un protestant de famille, voilà, de tradition, depuis plusieurs siècles dans ma famille. Mais voilà, moi je n'ai pas la foi, je l'ai jamais eu. Mais ça m'a jamais déprimé, mais je ne l'ai pas. Voilà, moi je ne crois pas. Je ne crois pas en une force supérieure, je ne crois pas en tout ça. Donc, ça veut dire que n'ayant pas la foi, j'ai quand même une espèce de... Je calcule rapidement, je me dis, tu vis 90 ans, une belle vie de 90 ans en pleine forme, ça fait en gros 33 000 jours, 750 000 heures. Et il n'y avait rien avant, il n'y aura rien après. Autant optimiser ce temps-là. Et je pense que pour moi, tout ce que j'ai bâti, c'est autour de la notion d'espérance sans Dieu. C'est-à-dire, voilà, on est là pour laisser une trace, tant qu'à faire, laisser une trace auprès des autres. La seule chose qui peut donner une signification à ce qu'on fait, c'est ce que l'on aura pu, à un moment donné, apporter à d'autres. Moi, je ne suis pas un grand mathématicien, je suis nul en maths, je sais pas. Je sais faire très peu de choses dans la vie, dans le fond. Moi, je sais écrire. Quand même. Je sais écrire en bon français. Je m'exprime à peu près correctement. Et c'est vrai, je me suis toujours intéressé aux gens. Et c'était une espèce de pulsion à essayer de faire en sorte que les gens aillent mieux. Mais même au début de ma carrière, par exemple, moi, je travaillais dans le conseil. Et j'ai beaucoup travaillé sur le conseil en force de vente. Très rapidement, je travaillais avec des vendeurs. Ce qui m'intéressait chez les vendeurs, c'était... comment arriver à leur remonter le moral quand les affaires ne marchaient pas, se rebooster. L'automotivation, c'était toujours un sujet qui, même, tu vois, scientifiquement, m'intéressait beaucoup. Donc voilà. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, l'automotivation, l'énergie, l'enthousiasme, le leadership, l'optimisme, voilà, les choses se sont mises en place comme ça. Et puis, il est apparu que sur ces sujets-là, j'avais des retours aussi de gens qui me disaient, écoutez, ce que vous m'avez dit à ce moment-là, ça m'a bien aidé, c'était vraiment ce qu'il fallait que j'entende à ce moment-là. Je pourrais même raconter que je l'ai fait exprès, que c'était une stratégie, etc. C'est même pas vrai. Je pense que je vais te dire, tout bêtement, comme il y a des gens qui sont doués pour le piano au départ, Django Reinhardt n'avait jamais fait de solfège, et ben voilà, je dois être, je sais pas, c'est comme ça. Je savais faire ça, je savais. Je le sentais, et puis du moins en tout cas, jusqu'à présent, ça se passe bien, quoi. Voilà. Et je crois aussi savoir que tu as étudié pour le faire encore mieux. Je crois que tu t'es intéressé à un moment donné à l'hypnose ericksonienne. Oui. Et dans quelle mesure ça a pu t'aider, toi, en tant qu'humain, mais aussi pour aider l'autre? Disons que l'hypnose ericksonienne, ça a mis des mots, et des concepts sur des choses dont j'avais l'intuition, mais que j'avais jamais creusé. Parce qu'encore une fois, et bien qu'étant dans cet univers du développement personnel, d'ailleurs j'en ai parfois honte de dire ça, mais moi j'ai jamais été formé en gros à rien. C'est-à-dire que je crois que la première formation un peu structurée que j'ai dû faire, ça a été l'hypnose ericksonienne, j'avais 56 ans, quoi, tu vois. Moi j'ai jamais été formé à rien. Les gens souvent me disaient, mais ce que vous faites là, c'est tel concept de la PNL. Ouais. Alors, j'étais là, moi je disais, ah oui, mais écoutez, mais sûrement, mais je ne sais pas, parce que j'en ai pas la moindre idée, je ne connais pas ce concept-là. J'ai jamais été formé à rien. Donc, et souvent d'ailleurs, on me disait, ça m'apportait beaucoup, on disait, ah oui, mais ça c'est, et on me donnait le mot, si c'était que certains me disaient, ah mais oui, mais en PNL on appelle ça comme ça, ah ouais, d'accord, mais alors en systémique on appelle ça comme ça. Ah, j'ai dit, écoutez, c'est formidable, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, mais je le fais, quoi, voilà. C'est une forme d'intuition, est-ce que vous pourrez parler aussi de quotient émotionnel, voire de rapport à l'autre là-dedans? Écoute, oui, si ce n'est que, pour le coup, là aussi, bien qu'ayant pas été formé à ça, j'ai toujours eu quand même le sentiment que pour pouvoir aider les gens, il fallait de la distance. Et alors ça, sur ce coup-là,
voilà, moi, je comprends, j'essaye d'être vraiment quelqu'un le plus sympathique, voire empathique possible, mais naturellement, les gens qui me connaissent bien disent aussi que ma caractéristique, c'est que je suis là, mais je garde toujours une certaine distance. Bon, c'est vrai que je peux entendre l'émotion de l'autre, etc., mais c'est pas mon mode naturel de fonctionnement. Moi, chacun a sa voie d'accès. Je pense qu'on a intérêt aussi parfois, même face aux émotions, à disposer un peu comme le secouriste, tu vois, et il n'est pas un grand spécialiste de l'anatomie, mais il a 2-3 modèles simplifiés qui lui permettent de ne pas faire de bêtises. Exactement. Quand il a quelqu'un qui a un malaise. Moi, je suis plutôt comme ça. Exactement. Alors, dans ton livre, L'éloge de la chance, tu parles justement de l'idée d'être une chance pour quelqu'un. Donc, c'est un thème qui t'est vraiment... c'est vraiment quelque chose que tu portes en toi, d'être une chance pour les autres, dans tes relations, dans ta façon d'aider les autres. Déjà, tu le disais quand tu étais bien formateur auprès des commerciaux. Et tu viens de me dire aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que toi, tu ne crois pas. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un concept assez paradoxal auquel pourtant tu peux, j'imagine, croire un petit peu parce que tu crois en l'action. Tout comme dans l'optimisme, tu dis, être juste optimiste sans action, ça ne sert pas à grand-chose, ça peut être juste de la béatitude. Alors, quels seraient, toi, tes conseils d'expert pour devenir vraiment acteur de sa vie, quoi? Dans le fond, tu parlais de la chance tout à l'heure. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que la chance, ce qu'on appelle la chance, on va voir ce qu'on va mettre derrière, c'est, comme beaucoup d'autres choses, c'est une énergie de vie. Mais alors, ce qui est donc effectivement intéressant, c'est que c'est une énergie renouvelable. C'est tendance, ça. Très bien. Et c'était une énergie, la chance, c'est une énergie renouvelable qui augmente au fur et à mesure qu'on la partage. Là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que dans le fond, dans une vie humaine, quand les gens te disent « j'ai eu de la chance », je dis « bon, c'est intéressant, racontez-moi ». Il faut toujours transformer ça en récit concret, parce que ça, on plane à 5000, ça n'a aucun intérêt. Les coups de chance dans une vie, c'est quoi? Des rencontres. C'est vrai. Les plus intéressants sont souvent d'ailleurs des rencontres inattendues. Souvent, un coup de chance dans une vie, ça a été un tuyau, un renseignement, une donnée, une info, qui est tombée à pic. Tu vois, l'info providentielle. Rencontre inattendue, info providentielle. Le coup de chance, c'est souvent présenté pour beaucoup de gens sous la forme d'un monde, d'un territoire, du savoir, de la connaissance, auquel ils n'avaient pas pensé, qu'ils ont découvert un peu par hasard et qui a changé leur vie. Ce que j'appelle moi les territoires insoupçonnés. Donc tu vois, les coups de chance dans la vie, des territoires insoupçonnés, des infos, des rencontres, bien évidemment des événements fortuits, tout un tas de choses qui arrivent et puis qui vont enclencher des choses, et puis, 5e quand même critère, de chance, de matière première de chance, disons-le, les emmerdements qu'on n'a pas vu venir, les accidents de parcours. Donc, ce qui fait un individu te raconte sa vie et ce qui lui est arrivé d'intéressant dans sa vie, il va te parler de rencontres, il va te parler de territoires, d'infos, d'événements dans lesquels il a été embringué et de coups tordus qu'il n'a pas vu venir et dont il a fait quelque chose, plus ou moins. Bon, ça, c'est une vie humaine. Donc, avoir de la chance, c'est... alors, je ne parle pas du coup de chance, parce que le coup de chance, c'est du fortuit, c'est du hasard. Le gars qui gagne au loto, il a acheté un billet, génial, il a gagné. La probabilité était très très faible. Je crois d'ailleurs, on raconte, je ne sais même pas si c'était vrai, mais c'était l'ancien patron du Club Med, les dirigeants, qui était Gilbert Trigano, qui aurait eu, paraît-il, cette phrase mémorable, qui disait, vous savez, attention, un coup de chance, hélas, n'a jamais fait un chanceux, pas plus qu'un coup de soleil n'a fait un bronzé. C'est-à-dire que le coup de chance, c'est le fortuit qui fait irruption chez moi, mais ça ne veut rien dire. Un homme ou une femme qui est chanceux, c'est différent. C'est quelqu'un qui va entretenir, généralement, souvent d'ailleurs inconsciemment, parce que c'est pas des gens qui se lèvent le matin en disant tiens, à partir d'aujourd'hui j'ai de la chance, ça n'a pas de sens. Mais quelqu'un qui est un chanceux est quelqu'un qui entretient un rapport très 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 dynamique à l'inattendu sous toutes ses formes. C'est-à-dire que les chanceux sont des gens qui font quelque chose. C'est ça. Et la chance, c'est un produit raffiné, et ils ont des bons ingrédients. Et avec des ingrédients, ils vont faire des trucs. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les grands cuisiniers te disent moi, donnez-moi d'abord des ingrédients de qualité pour faire des plats de qualité. Et on préfère tous faire ça. Mais ce qui est fascinant dans le processus de chance, c'est que tu as des gens qui ont fait des trucs de qualité avec des ingrédients qui n'étaient pas terribles. Parce que voilà, parce qu'ils avaient eu des pépins dans leur vie, parce qu'ils n'étaient pas nés sous la bonne étoile, dans le bon pays, au bon moment. Ils étaient qui a un handicap, qui n'est pas très beau, qui est moyennement intelligent. Mais ce qui caractérise la dynamique de chance, c'est une espèce de dynamique de recyclage
de recyclage permanent vers le mieux. On pourrait presque dire, si tu veux, pour employer une métaphore un peu botanique ou jardinière, que les grands chanceux, ils font du compost. Hein. C'est du compost de vie. Je prends des éléments, je prends du déchet, et avec ça, je vais faire de la biomasse. Bon. Donc, un passeur de chance, la raison pour laquelle il faut être un passeur de chance, on peut trouver d'ailleurs des raisons qui sont des raisons qui seraient des raisons d'ordre moral, tu vois, bon, mais on peut être plus basique que ça. C'est toujours intéressant d'avoir une vie intéressante. Enfin, toi, bon, on veut tous rencontrer des gens sympas. On veut tous être sur des infos qui nous aideront à ce moment-là, être sur des territoires qui vont nous passionner. Tout le monde veut ça. Bon. Surtout si ça nous permet de grandir, ce qui est pas mal. Mais pour ça, il faut peut-être que j'amorce la pompe. Oui. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je crois que cette notion est la suivante. Cherchez pas à avoir de la chance, vous pouvez pas. Cherchez à être une chance pour les autres. Avec d'ailleurs, moi je donne souvent cet exemple en entreprise, de l'opportunité. Ce que j'appelle moi le renversement de l'opportunité. Très souvent, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ici dans les écoles de management, on en a beaucoup, disent « Ah ben je suis à la recherche, il faut que je trouve une opportunité. » Ouais, je dis « Écoutez, oui, ça sera bien, mais peut-être que la première étape, c'est d'abord vous-même d'en devenir une d'opportunité. Et de vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec moi? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui me rencontre aujourd'hui par hasard, c'est son jour de chance? Voilà une question. Très intéressant. Et l'autre question que je demande très souvent, je dis maintenant, avant qu'on aille plus loin, il faudrait que chacun d'entre vous me note sur un bout de papier, c'est quand la dernière fois que vous avez été une chance pour quelqu'un. Et là, tu te retrouves avec des gens qui te disent, ah mais attendez, mais j'avais pas vu ça comme ça, il faut que j'y réfléchisse. Ah, je dis, mais donc si vous devez réfléchir, c'est donc qu'il y a un souci. Vous ne vivez pas en mode chance. Parce que celui qui vit en mode chance, c'est celui ou celle qui passe son temps à mettre des gens en relation. Je trouve une info qui, moi, m'intéresse moyennement, mais je connais un pote, cette information-là, c'est exactement ce qu'il cherche en ce moment, ça ne me coûte rien, le PDF est là, je l'envoie, dis tiens, j'ai lu ça, qu'est-ce que t'en penses, j'ai pensé à toi. Terminé. Mais, et bien sûr, on ne demande rien, parce que l'idée, c'est pas de demander. L'idée, c'est de dire, je vais créer comme ça une espèce de halo dynamique de chance, et qui fait que, parce que c'est la société qui est comme ça, je veux dire, hein, moi je crois pas à la loi de l'attraction non plus. Je pense que la société est comme ça, c'est-à-dire un des mécanismes fondamentaux du fonctionnement humain, c'est la réciprocité. La réciprocité, oui. Donc, à un moment ou à un autre, un jour ou l'autre, quelque chose reviendra. Quoi? J'en sais rien. C'est justement ça l'intérêt, c'est ça la surprise. Peu importe. Puis c'est la richesse des rencontres que tu fais, le plaisir, comme tu dis, d'être avec l'autre. Alors, il y a quand même quelque chose qui me marque. Dans tout ce que tu dis, effectivement, il y a une forme de détection de la chance, de l'opportunité. Mais tu utilises quand même un mot qui est le mot « faire ». Et moi, je vois beaucoup de gens qui ont ces opportunités, mais qui ne les transforment pas. Qui ne passent pas à l'action. On leur donne un bon tuyau, mais ils ne vont pas prendre le téléphone pour appeler. Ils rencontrent une opportunité devant eux, mais ils ne mettent pas les mains dedans pour faire de ce compost un engrais qui va nourrir bien ce qui va justement pousser par après. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que on pourrait plus facilement passer à l'action? Quelles sont les clés pour passer à l'action une fois qu'on a ces opportunités? C'est amusant ce que tu dis, parce que je pense à une phrase d'Abraham Lincoln, enfin attribuée là aussi à Abraham Lincoln, que je trouvais merveilleuse, qui était « Il peut arriver des choses aux gens qui attendent, mais uniquement celles laissées par ceux qui ont déjà foncé. » Et je trouve que on est dans cette idée-là. Agir, en fait, quand on dit « il faut passer à l'action », le mot « action », c'est un mot abstrait. C'est-à-dire que tu peux mettre des tas de choses derrière. Donc, passer à l'action, si on essaie de transformer ça en conseil concret. Premier conseil concret, alors, quelles que soient les choses qui vous intéressent, j'en sais rien, mais réintégrer concrètement de la curiosité dans votre vie. Vous devez vous intéresser, réapprendre, ou vous donner le droit de vous intéresser à des choses qui ne vous intéressent pas. D'ailleurs, laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter. Pas, vous baladez dans une librairie, vous avez toujours au même rayon, vous tombez sur un bouquin, tu dis, tiens, ça a l'air pas mal, mais c'est un truc de philo, j'ai jamais lu des trucs de philo, c'est un truc de science, je lis pas des bouquins de science. Et donc, vous direz, alors que si ça se trouve, là, votre inconscient est en train de vous dire, attends, mais là, il y a un truc, peut-être, pourquoi pas. L'autre conseil qu'on peut donner, qui est lié à la curiosité, c'est donnez-vous le droit d'avoir des désirs
même s'ils sont parfois un peu déraisonnables. D'ailleurs, les désirs, c'est un truc qu'il faut lister. C'est un truc tout bête. Vous savez, les Américains, tu vois, ils ont un truc qui s'appelle la bucket list. C'est vrai. La liste des désirs. Ça, c'est un truc. Cahier des rêves qu'on peut Cahier des retrouver rêves, c'est très important, le cahier des rêves. C'est une espèce de... Quand tu fais un cahier des rêves, donc tu as un document, tu as acheté un beau cahier, un chouette cahier si possible, hein, et vraiment, tu notes là-dessus, avec tes mots à toi, tous les trucs les plus fous que tu aimerais faire dans ta vie. Mais il faut savoir que ce cahier-là, c'est une espèce de batterie portative. Bien sûr. Tu l'as tout le temps avec toi, et de temps en temps, tu jettes un coup d'œil, et ça crée des flashs, tu vois. Donc, il y a des mécaniques comme ça. Et enfin, l'autre truc, je trouve, moi j'ai découvert ça un jour en regardant un film, ça m'avait ouvert les yeux, je ne savais pas comment mettre des mots là-dessus. J'ai vu un jour un film que j'ai adoré, un film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. Ah oui. Yes Man, merveilleux Incroyable. film, dans lequel effectivement, le type en fait, il n'est pas malheureux, hein. Il mène une vie médiocre. Pourquoi est-ce qu'il mène une vie médiocre? Parce qu'il ne pratique que le non, même quand sur des choses sympas, des potes l'invitent à dîner, c'est non, on l'invite à un mariage, il va trouver une excuse, mais c'est juste parce qu'il veut pas sortir de sa zone de confort, bien sûr. Et ce jour où ce gars, suite à un mécanisme dramaturgique particulier, va devoir être obligé de dire oui à tout, alors ça va lui semer une pagaille monumentale dans sa vie, mais alors pour le coup, ça va lui ouvrir des tas de choses. Et d'ailleurs, à la fin, il se recadrera dessus. Donc voilà, retravailler le oui. D'accord. Retravailler le oui, et surtout pas le faux oui. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les gens te disent oui, mais tu dis oui, mais. C'est vrai. Le problème, c'est que la première chose qui vient, c'est oui, mais. Oui, mais, si c'est qu'attention, hein, là aussi, ton inconscient est là. Il entend. Quand tu dis oui, mais, ton inconscient, il entend non car. Oui, oui. Complètement. Alors, je dis, mais puisque vous dites non, dites au moins non, mais. Parce que quand on dit non, mais, l'inconscient, lui, il entend oui, à condition que. Voilà, là, il y a des choses intéressantes à faire donc, dans ma communication à l'autre. Et c'est ça aussi, passer à l'action. Et c'est vrai que. Alors après, ça, c'est autre chose, c'est un autre point, mais. Je veux dire, encore une fois, école de management ici. Entrepreneur, créateur, etc. À quoi est-ce qu'on reconnaît un créateur? Eh bien, on ne le reconnaît pas, parce que dans le fond, les créateurs, les entrepreneurs, c'est des garçons et des filles très diversifiés. Il y a de tout, tu vois. Tu as des gens qui sont plutôt organisés, plutôt un peu bazardeux dans leur tête, des gens un peu primaires, des gens au contraire très secondaires, très en distance, des optimistes, des pessimistes, il y a de tout. En revanche, il y a un trait de caractère, ça c'est celui qui est un peu plus flippant, c'est le trait de caractère de ceux qui n'entreprendront jamais. Les entrepreneurs, ceux qui veulent toujours mais qui ne font pas. Voilà. Et alors, vous dites, à quoi est-ce qu'on... Ceux-là, ils sont faciles à repérer. C'est quoi le non-entrepreneur? C'est pas compliqué, c'est celui qui attend d'être prêt. Oui. Alors là, c'est terminé. Ah oui. C'est-à-dire qu'il, comme disait l'autre, il ne se lance jamais. Son projet devient un horizon, c'est-à-dire une ligne imaginaire qui recule exactement. Complètement. Voilà. Et à partir oui, de là, peut-être un jour je le ferai, mais il faut d'abord que j'étudie ça, puis ensuite que j'étudie ça. Fais et ensuite tu apprends. Ça peut être une philosophie intéressante. J'ai une anecdote à propos de la bucket list. J'ai un ami qui avait installé un tableau qui était sa bucket list, tu vois, une forme de cahier des rêves chez lui. Il avait une petite image, une carte postale dessus qui était une rue. Il ne savait pas vraiment où c'était. Et un jour, il prend son sac à dos, il décide de faire le tour de l'Italie à pied et il tombe comme ça, vraiment en pamoison, il arrive devant la rue qu'il voyait tous les jours sur son tableau. C'est drôle ça. Incroyable. Il s'en est rendu compte, ça lui a mis les larmes aux yeux. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est drôle. C'est absolument incroyable. Donc, les conseils, c'est sortir de sa zone de confort, dire oui, oser, et puis vraiment s'intéresser à des choses qu'on n'a pas l'habitude, forcément sur lesquelles on n'a pas l'habitude de s'attarder. Ça va ouvrir notre esprit, ça va nous permettre de développer cette acuité à la chance, et puis ensuite de passer à l'action, quitte à passer dans des petites actions au début pour élargir sa zone de confort. Et on voit d'ailleurs, tu vois, quand on dit sortir de sa zone de confort, elle-même, cette zone de confort, elle a des visages différents. On a par exemple, les uns et les autres, tous, on a une zone de confort relationnelle. Bien sûr. C'est-à-dire effectivement des gens qu'on voit, on est bien avec eux, etc. Et c'est génial. Jusqu'où je peux sortir de ma zone de confort relationnelle, aller vers d'autres gens. Bon. On a des zones de confort en termes d'information. On regarde les mêmes chaînes de télé, on lit souvent les mêmes journaux. Bon, est-ce qu'on peut parfois se mettre en déséquilibre en allant lire des journaux qui sont totalement pas dans notre champ, de temps en temps se laisser séduire dans un kiosque à journaux par un magazine sur un sujet qui a priori n'est pas du tout notre tasse de thé, mais why not? Bon, voilà. Donc la zone de confort, elle est relationnelle, elle est informationnelle. Il y a aussi des zones de confort qu'on pourrait qualifier de décisionnelles. C'est-à-dire, il y a tout un tas de choses, c'est nos habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de confort décisionnelle? C'est une routine. Bon, et c'est bien les routines, attention, c'est vachement structurant. Ça peut être enfermant aussi. À un moment donné, ça va être intéressant d'essayer d'aller vers autre chose. Voilà. Tout ça, c'est le... Mais,
encore une fois, soit on le fait, on peut le faire comme ça dans l'absolu. Ce qu'on constate quand même, c'est que la chance adore les projets. C'est-à-dire que tu as d'autant plus de chance que tu sais ce que tu vas en faire. Bien sûr. En gros. Bon. Bien sûr. Donc, et souvent d'ailleurs, les gens te disent, mais moi j'ai jamais eu de chance, et on a envie de leur dire, mais mon ami, même si tu en avais eu, tu en aurais fait quoi? Voilà. C'est vrai. Et donc, le travail sur le désir, de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Qu'est-ce que j'aimerais vivre comme expérience? J'aimerais rencontrer quel type de gens? Au moins, se nourrir de ça, créer une espèce de direction intérieure à la boussole. Parce qu'en fait, mon imagination peut me permettre de bâtir un certain nombre d'éléments, comme ça, et à ce moment-là, quand on est dans une logique de programmation mentale, si tu veux, ben comme par hasard, mon inconscient se met à fonctionner en mode autonome. Exactement. Tout mon système de perception, on voit plus les choses. D'interaction avec autrui. Tout va commencer, bizarrement d'ailleurs, à conspirer, sinon pour réaliser, mais en tout cas pour me créer, en tout cas chez moi, les conditions préalables à la réalisation de l'objectif et du rêve. Ça peut être par exemple le concept quand on décide d'acheter une voiture d'une couleur très particulière, on ne l'avait jamais vue avant, et puis le jour où on se décide que c'est vraiment cette voiture-là, ce modèle-là qu'on désire acheter, on va en voir partout dans sa rue, on va voir ses voisins qui en ont une, on va voir ses collègues de bureau qui en ont une. Donc faites attention à la zone de confort, c'est aussi très souvent une zone d'inconfort, et conseil c'est ne pas forcément tout de suite à chercher le comment on fait, mais quoi, qu'est-ce que je veux vraiment précisément, poser cette intention avant de chercher à comprendre comment. On peut s'enfermer dans un comment et finir par être un entrepreneur, quelqu'un qui veut mais qui ne réalise jamais. Philippe, je te remercie infiniment pour cet entretien. Merci beaucoup pour cette chance. Merci beaucoup, merci à toi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.